thermo. Peut-être qu'il y aura un petit décalage de son, puisque j'enregistre le son sur le téléphone et le poulier sur mon PC. Donc il y aura un décalage, puisque le micro de mon PC ne fonctionne plus. Ok. Donc le cours de thermo, il y a trois parties. Donc là, on va faire la première partie. Donc je vais te dire les trucs à savoir. Tout n'est pas à savoir, mais tu lis juste. Mais les trucs les plus importants à savoir, ben, je vais te les citer là. Donc, tout d'abord, il y a la définition de la thermodynamique, puisque pour étudier la thermodynamique, il faut connaître cette définition. Donc cette définition est que la thermodynamique est la science des transformations de l'énergie. Ça veut dire que dans cette matière, donc, on va faire qu'étudier des transformations d'énergie, pas des transformations de matière, ni de transformations d'autres choses, mais c'est des transformations d'énergie. Ok. Là, il y a les trois types de thermodynamique, mais ça, pas la peine d'apprendre. Là, il faut juste que tu saches qu'est-ce que le principe zéro. C'est la notion d'équilibre, que deux corps sont en équilibre si ils ont la même température et la même pression. Voilà. Euh, voilà. Après, il y a le premier principe. On va plus étudier le premier principe avec plein de formules, qui est là, le principe de la conservation d'énergie et l'énergie interne, donc l'énergie microscopique. Nous n'allons pas aborder le troisième principe ni le deuxième principe. Donc, donc là, on fait nos études sur le modèle de Bohr, c'est-à-dire un modèle avec n électrons, avec n noyaux, avec z électrons qui gravitent autour du noyau. Donc, non pas n noyaux, on a des atomes avec des noyaux avec z protons et z électrons qui gravitent autour des noyaux. Donc, on a A est égal à n plus z. On étudie des corps purs, des corps composés, etc., des corps complexes. Voilà, il faut retenir que Na est égal à 6,022 fois 10 puissance moins 23 et n est égal à n sur Na, etc. En fait, c'est un modèle qu'on utilisait depuis la seconde, mais qu'on n'a pas juste pas appelé modèle de Bohr. Donc, voilà. Donc là, il faut que tu saches c'est quoi un système physique. C'est quoi précisément? En fait, un système physique, c'est une portion de l'univers. Un système, c'est une partie que l'on a délimitée avec des parois, que ça soit réel ou virtuel. Et voilà. On l'a séparé avec l'univers. Des fois, c'est facile de délimiter le système, des fois, c'est un peu compliqué. Ok. Donc là, on a trois types de systèmes, un système isolé, un système fermé, ouvert. Donc voilà, il y a les caractéristiques ici. Donc là, on va étudier que les systèmes fermés. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'échangent pas de matière, mais qu'ils échangent de l'énergie. Donc, deux choses à retenir. Donc, il y a deux types de systèmes. Il y a au niveau des parois, donc c'est-à-dire il y a un système, le système peut être diatherme ou diathermique ici. C'est-à-dire s'il peut échanger à travers sa paroi de l'énergie thermique ou de la chaleur avec l'extérieur, avec l'univers en fait. Et d'un autre côté, on a un système adiabatique qui ne laisse passer aucune forme d'énergie entre le système et le milieu extérieur. Ça, il faut bien retenir, adiabatique, puisque plusieurs formules vont se reposer dessus. En fait, il y a deux cas, soit le système est adiabatique, soit il ne l'est pas, donc il y a plusieurs formules différentes. Et là, il faut bien repérer si c'est le cas à travers l'énoncé. Donc, voilà. Donc, les variables d'état. Voilà, les variables d'état, c'est des grandeurs physiques, des grandeurs macroscopiques que l'on peut mesurer, comme la température, la pression, la masse, je sais pas,
pas d'autres trucs comme ça. Euh, ces variables d'état peuvent être extensives, c'est-à-dire on peut les additionner entre eux. Ils sont proportionnels à la quantité de matière. Et des valeurs intensives, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les additionner entre eux. Comme variable extensive, on peut par exemple noter le nombre de moles, la masse, le volume, etc. Et comme variable intensive, on peut noter la pression, par exemple, la concentration, etc. Donc là, il faut savoir que le rapport entre deux paramètres extensifs donne un paramètre intensif. En fait, là, dans cette première partie, on va faire que définir les termes, on dit ce que c'est, et plus tard, on va étudier les formules. Donc voilà, l'état d'équilibre, ça se repose sur le principe zéro de la thermodynamique. L'état d'équilibre, c'est la constance des variables d'état au cours du temps, en tout point du système. Ok? Donc l'équilibre est dit stable si l'équilibre est dit stable s'il a tendance à revenir spontanément lorsqu'on l'écarte légèrement. Ok? C'est comme ici. Et instable, c'est lorsque au début, il est stable, mais lorsqu'on l'écarte légèrement, il va partir pour toujours. Donc, il est à l'équilibre au début, mais ensuite, il est instable puisqu'il va partir pour toujours. Ok. Il y a aussi l'équilibre mécanique. Si on a en simultané trois équilibres, qui sont l'équilibre cinétique, énergie cinétique globale nulle, l'énergie gravitationnelle, l'énergie potentielle constante, et l'équilibre hydrostatique, c'est lié à la pression, une pression constante. Ensuite, il y a un équilibre thermodynamique, lorsqu'on a simultanément l'équilibre thermique, l'équilibre chimique et l'équilibre électrique. Ok? Donc, à chaque équilibre, il y a sa constante de temps. Parce que l'équilibre mécanique, je sais pas moi, au niveau de la cinétique, on peut avoir un objet qui tombe de façon, qui se fait de façon très vite. Genre un objet qui tombe, il arrive à son état d'équilibre mécanique très très rapidement. A contrario, un système peut arriver à son équilibre thermodynamique de façon lente. Par exemple, une tasse de thé qui se refroidit, etc. Mais un système d'équilibre thermodynamique peut être également rapide. Par exemple, pour les concentrations, etc. Quand on fait le titrage, etc. Donc, voilà. L'équation d'état. L'équation d'état, en fait, c'est la fonction qui relie plusieurs variables d'état. Donc, c'est la relation entre des variables d'état. Donc, par exemple, pour PDV, pour un gaz parfait, on a PV qui est égal à NRT. Donc, c'est une équation qui relie plusieurs variables d'état qui sont N, T, P et V. Donc, on peut dire aussi que F de PTV est égal à 0. Ok? Donc, voilà. Ça, on n'a pas trop besoin d'apprendre. Ça, on n'a pas appris. Voilà. Après, on arrive au coefficient thermoélastique. Voilà, etc. En fait, ça, on les apprend. Il faut savoir les retrouver. En fait, on les utilise pas tellement. En fait, ces coefficients thermoélastiques s'utilisent lorsqu'on veut retrouver la chaleur ou le travail entre le milieu extérieur et un liquide, par exemple, ou un solide. Donc, on va pas trop les utiliser puisque nous, on va étudier principalement les gaz parfaits. Donc, il faut juste savoir les retrouver. Pas la peine de les retenir puisque on peut les retrouver. Mais ces coefficients ne vont pas intervenir plus tard, en fait. Donc, on a ça. Voilà, tu connais la technique pour retrouver. Là, on a la dilatation isobare. C'est-à-dire que donc dilatation, ça veut dire que le volume va augmenter. Donc ici, on met un petit plus entre le égal et 1 sur V. Isobare, ça veut dire
on a la pression constante. Donc on marque petit p, puisque c'est une dérivée partielle. Donc on marque petit p ici. Donc là on dérive V en fonction de T avec P constant. Après on a le coefficient de variation de pression. Donc là, c'est ça. En fait c'est coefficient de variation isochore. Avec un volume constant, ça veut dire. Là, ensuite on a le coefficient de compressibilité isotherme. Donc isotherme, c'est-à-dire température constante. Et compressibilité, ça veut dire le volume diminue. Lorsqu'on compresse, le volume diminue. Donc on a un signe moins. Voilà. Après, on a une équation d'état qui dit que alpha est égal à P, bêta qui est T. Donc cette équation d'état n'est valable que pour les gaz ou les liquides ou les solides ayant une équation d'état. Tu ne peux pas les appliquer, tu ne peux pas appliquer cette relation si tu n'as pas de variable d'état. Okay. Donc, là, désormais, on va parler de la pression. La pression, c'est la force par une surface, donc c'est F sur S, et c'est également la densité surfacique d'une force. Donc voilà, comme F est égal à... comme P est égal à F sur S, donc on a F qui est égal à P fois S. Donc ici, dans cette formule, on raisonne de façon infinitésimale, c'est-à-dire de très petites surfaces, donc surface infinitésimale. Lorsque tu vois un petit d devant des trucs, ok, ça veut dire que c'est tout petit, tout petit, tout petit. Donc cela veut dire que la toute petite force qui s'exerce en F est égale à la pression la toute petite force qui s'exerce en M est égale à la pression en M multipliée par la toute petite surface en M. Ok? Ceci est égal à la pression en M multipliée par la toute petite surface en M multipliée par le vecteur normal à la surface. Donc c'est le vecteur de l'extérieur en fait. Voilà, qui est normal à la surface. Donc il faut savoir aussi que la pression est tout le temps normale à la surface. Ok? Voilà. En fait, non, j'ai dit n'importe quoi. N extérieur, c'est pas le N de l'extérieur, c'est pas le vecteur de l'extérieur. Ça veut dire juste que c'est normal à la surface. Voilà. Voilà. Donc voilà, la variation de pression, c'est P de A moins P de B est égal à moins rho ZA moins ZB, ok, puisque ça dépend de l'altitude. Voilà, donc, voilà. A, je crois que c'est en bas, A c'est en dessous, et B c'est au-dessus. Je crois que c'est ça, ou le contraire, je sais plus. Bon, je sais plus. Je crois que c'est comme ça. Bon, on va continuer. Donc, ouais, voilà. A, c'est en dessous et B, c'est au-dessus. Ok, voilà. G, ça va vers le bas. Et l'axe Z va vers le haut. C'est bon. Voilà, le théorème d'Archimède. Le théorème d'Archimède, c'est égal à moins rho VG. Ça, on connaît normalement. C'est comme le poids. C'est comme P est égal à mg. Donc, c'est comme si c'était M. Or, on sait que M, c'est rho fois G, rho fois V. Donc, c'est comme si c'était le poids. Mais c'est juste que on est dans le sens contraire de G. Donc, on a un signe moins. Voilà. Ensuite, voilà. Ah oui. La pression pour un volume, la pression pour un liquide dépend du poids du liquide, puisque le poids n'est pas négligeable. Un liquide a un certain poids. Ok? Par contre, pour un gaz, la pression dépend de la masse volumique du gaz, c'est-à-dire, donc, cela implique que ça dépend de la masse du gaz.
Voilà. Euh, donc, euh, donc la pression est supposée uniforme dans une taille, dans un récipient de taille raisonnable, c'est-à-dire c'est pas très très grand, ok? Dans un petit récipient, c'est ça. Donc voilà, la pression n'est pas due au poids du gaz, mais au bombardement incessant des particules de gaz. Voilà, c'est les bombardements incessants qui s'exercent sur les parois. Donc c'est l'agitation thermique. Voilà. Donc là, euh, ça, on a ça, donc N étoile, ça j'ai eu des notations en fait. U, c'est la vitesse instantanée, ça j'ai eu des notations. Donc la prise, donc là, c'est sur ça qui nous intéresse. Attends, j'arrive pas sur surligner. Ça, c'est la théorie cinétique des gaz, c'est-à-dire on a la pression cinétique qui est égale à 1 tiers de Nm, Mn étoile, U étoile au carré. En fait, U étoile, c'est la vitesse, et N au carré, c'est N sur V. Donc, c'est comme si on a, en fait, si on a un peu, on a la, on a, là, on parle de cinétique, donc c'est comme si c'était un peu la forme de l'énergie cinétique. Donc, ça ressemble un peu, donc c'est facile à retenir. Ok, donc, maintenant, on va passer à la température. Donc, la température est une valeur assez subjective. On ne peut pas trop la mesurer puisqu'elle se ressent au niveau de la physiologie. Chacun reçoit sa température. Chacun reçoit, en fait, ça dépend du système nerveux, de notre système nerveux. Donc, pour cela, on a introduit une nouvelle variable qui est la température absolue, qui traduit le degré d'agitation des particules. Donc avec ça, on peut mesurer la température de quelque chose. En fait, quand on parle de température, en fait, on parle surtout de la température absolue. Donc là, on a l'énergie interne qui est égale à 1 demi de NMU au carré. Donc l'énergie interne, on sait qu'elle est proportionnelle à l'énergie cinétique microscopique. Donc pour rappel, l'énergie cinétique, c'est 1 demi de MV au carré. Donc U est égal à 1 demi de N, Mn, U au carré. Donc Nm, ça fait M. En fait, c'est la masse multipliée par le nombre de particules. Donc on a la masse totale. Donc on a 1 demi fois la masse fois U au carré. U c'est la vitesse de translation d'une direction aléatoire. Donc c'est une vitesse, donc c'est comme si on a 1 demi de mv au carré, qui est aussi égal à 3 demi de nkbt. Ok, 3 demi de nkbt. Donc voilà. Donc il faut retenir que Kb, c'est la constante de Boltzmann, qui est égale à 1,38 fois 10 puissance moins 23 joules par Kelvin. Ça, il faut retenir. En fait, c'est deux trucs qu'il faut retenir. Que Kb est égal à 1,38 fois 10 puissance moins 23 joules par Kelvin. Et que le Kelvin s'obtient en multipliant, en l'additionnant par... Enfin, pour passer du Kelvin au degré, on additionne par 230,16. Voilà. Donc, voilà, on va maintenant parler plus précisément des gaz parfaits. Là, maintenant, on a fini de... Là, en fait, c'était un avant-goût. Maintenant, on va parler des gaz parfaits. En fait, la majorité de la thermodynamique, là, que l'on va apprendre, c'est les gaz parfaits. Donc, ça, il faut retenir. Le gaz parfait, le modèle du gaz réel pour les faibles pressions. C'est-à-dire les molécules ponctuelles sont sans interaction entre elles. Ok. En fait, c'est assez logique. Puisque le gaz parfait, donc, c'est quand il y a de faibles pressions. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a aucune interaction entre elles, donc il n'y a pas de pression qui a lieu, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça. Genre, en fait, c'est quand... En fait, le gaz parfait, c'est un gaz sans interaction entre les molécules, et c'est un gaz dont la pression tend vers zéro.
Ok? C'est ça. Donc, pour établir la notion du gaz parfait, il y a eu plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a eu la loi de Boyle-Mariotte qui dit que la pression est proportionnelle à 1 sur V. Ok, là, le petit truc alpha, là, ça veut dire proportionnel. Donc, la pression est proportionnelle à 1 sur V à température constante. Ok? Donc, en fait, c'est normal puisque si tu regardes, on a PV est égal à NRT, qui est la définition du gaz parfait. PV, qui est l'équation du gaz parfait. PV est égal à NRT. Si tu passes tu passes V de l'autre côté, donc ça devient P est égal à NRT sur V. Or, T est constant, donc ça veut dire, et NR est constant, donc c'est comme si on a P est égal à K de 1 sur V. Donc c'est logique. Et on peut également le faire d'une autre manière, que au lieu d'écrire de cette forme-là, on peut le dire de façon telle que PV est égal à une constante. En fait, c'est cette forme-là que l'on va plus utiliser dans les exercices pour calculer, par exemple, le volume ou la pression à l'état final. C'est-à-dire, si on a PV qui est égal à une constante, c'est-à-dire que P1, V1, je note 1, l'état initial, donc P1, V1 est égal à une constante, cela veut dire que pas cela veut dire, mais P2, V2 est égal à une constante. Cela veut donc dire que P1, V1 est égal à P1, V2, ok? Or, si on connaît P1 et V1, et si on connaît une donnée à l'état final, par exemple P2, on peut, en résolvant l'équation, on peut trouver V2. En fait, voilà. C'est surtout ça. Il faut surtout retenir que PV est égal à une constante. Ensuite, nous avons la loi de Gay-Lussac à pression constante. Il dit que le volume est proportionnel à T. Donc en fait, plus précisément, on dit que Vt est égal à une constante. Voilà. Voilà. Et enfin on a la loi d'Avogadro qui dit que PV, à température constante, on a PV proportionnel au nombre de moles. Donc si on mélange tout ça, si on fait un petit mixage, on obtient PV est égal à NRT. Donc c'est l'équation finale du gaz parfait. Qui est égal également à... Donc PV est aussi égal à M sur un grand M RT, puisque le nombre de moles est égal à la masse divisé par la masse molaire. Voilà. Voilà. Théorie cinétique des gaz, que l'on a vu plus haut. Je sais plus où est-ce qu'on a vu. Je sais plus. Par ici, là. Bon, c'est pas grave. Donc on a théorie cinétique. Ah oui, avec là-haut. C'est où? Là. Théorie cinétique du gaz. Du gaz. Là. Donc à partir de là, on a PV est égal à NKBT. Ok? Donc, on a PV est égal à NRT, PV est égal à NKBT. Ça veut dire que NKB est égal à NR. C'est ça que ça veut dire. Si tu fais par identification, on a PV est égal à... Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc on a PV est égal à NNAKBT. Voilà. Ça, tu retiens pas ça. On n'a jamais utilisé cette formule, donc je crois que c'est pas très intéressant à retenir. Donc on a R qui est la constante des gaz parfaits, la constante universelle des gaz parfaits, qui est égale à le produit de deux constantes. En fait, c'est un truc genius, puisque on a obtenu la constante des gaz parfaits en multipliant deux constantes qui de base n'avaient rien à voir entre elles. Et voilà, c'est un truc génial. Genre, c'est mystérieux que deux constantes, deux études vraiment différentes, on peut les utiliser, on peut les mélanger pour obtenir quelque chose. Donc, c'est R est égal à NA, nombre d'Avogadro, fois KB, la constante de Boltzmann. Donc, est égal à 8,315
joules par Kelvin par mol. Donc ça, il faut retenir. Donc en fait, c'est logique puisque Na, c'est 6,022 fois 10 puissance 23. Kb, c'est 3,300... Enfin, un truc comme ça. 3,314. Non, 1,38 fois 10 puissance moins 23. Donc les 10 puissance 23 et 10 puissance moins 23 s'enlèvent. Donc on a 6,022 fois 1,300... Je sais plus. Faut apprendre par cœur, mais j'ai oublié. 1,38. 1,38. Donc ce que ça fait 8,315. Donc en aérodynamique, ça on oublie. C'est pour les gens qui veulent aller dans l'espace ou qui veulent étudier sur les avions. Nous on s'en fout un peu de ça. De toute façon on va revoir ça en 4e année je crois. Donc voilà, on va pas s'empiffrer le cerveau avec ça. Donc voilà. C'est des rappels. Bon, ça, pas besoin de savoir. Ah oui, c'est juste pour... Là, en fait, c'est juste comment il a trouvé R, en fait. Voilà. Mais sans là, on s'en fout de ça. Ça, on s'en fout un peu. On a vu que sa température cinétique, on n'a pas utilisé ça beaucoup. On a fait juste un exo dessus. Donc, on n'apprend pas. Ok. Soit deux gaz parfaits, notés G1 et G2, avec chacun leur variable d'état, P1, V1, T1, N1, et respectivement P2, V2, T2, N2. Donc le produit de ces deux gaz est idéal si on obtient... Non, un gaz parfait idéal est un gaz parfait que l'on obtient en mélangeant deux gaz parfaits. Donc ce gaz parfait obtenu avec le mélange de deux gaz parfaits est un gaz parfait unique. Ok? Donc voilà. Donc là on a ça. On a N est égal à N1 plus N2. Donc N c'est le nombre de moles du gaz parfait unique. Donc N est égal à N1 du premier gaz plus N2 du deuxième gaz. Ok, on a ça, P1, PIVI. La somme de I allant de N, de PIVI sur TI est égale à PV sur T. C'est normal, c'est logique, puisque pour obtenir lui, sa formule et correspond à lui. En fait, ça c'est un cas pour deux gaz. Équivalent à dire que ça, en fait, ça c'est le cas général en fait, c'est le cas pour I gaz. Ok? Donc voilà, c'est la somme de tac tac tac. Là on voit bien que c'est une somme. Donc ici aussi ça va être une somme. Lui PV sur T est égal à N. Donc PIVI sur T est égal à NI. Voilà. Voilà la fraction molaire d'un gaz. Ça on les a pas trop utilisés, mais faut apprendre, mais bon, c'est pas une priorité absolue. Voilà. Donc, la fraction molaire. Donc, c'est la fraction molaire. C'est comme son nom l'indique. C'est la fraction entre deux nombres de mol. Donc, c'est Ni sur la somme des Ni. Voilà. La pression partielle, Pi. Moi, j'ai pas retenu ça. J'ai pas appris ça. J'ai appris ça. Mais j'ai juste appris que Pi est égal à P fois la fraction molaire. Ok? Donc Pi, c'est la pression partielle. Donc c'est la pression qu'aurait le gaz s'il occupait seul le récipient. Ok? L'espace. Donc la loi de Dalton dit que la pression totale du système est égale à la somme des pressions partielles. Donc ça là. La densité du mélange idéal, ça, on l'a pas fait. C'est juste dans le cours, mais on l'a pas étudié. Donc voilà. Donc là, on va parler de gaz réels. C'est-à-dire les gaz qui sont pas parfaits.
c'est-à-dire où qui a un deuxième nom, c'est les gaz de Van der Waals. Donc, voilà. Tout d'abord, on a PV. Je vais dire à l'oral. Donc, tu dois bien sûr, je vais dire lentement. Tu peux écrire sur un papier si tu veux. Si tu veux suivre. En fait. Donc, on a de base pour un gaz parfait, on a PV est égal à nRT. Ok? Donc là, on va changer des variables. En fait, V, on va plus l'appeler V, on va l'appeler V moins NB. Ok? V devient V moins NB. Et P devient nRT. Alors, qu'est-ce que je raconte là? Ah oui, nRT sur V plus A au carré fois N sur V au carré. Voilà. Avec A le terme de cohésion et B le volume, le covolume molaire. Le covolume, c'est le volume entre deux molécules. Puisque, en fait, un gaz parfait, c'est les molécules sont très distantes entre elles. Et un gaz réel, donc, si les molécules se rapprochent, sont proches. Donc, elles peuvent rentrer en contact. Donc, le covolume, c'est le volume que... Donc, c'est l'inter, en fait. C'est inter-volume de deux molécules. Je sais pas si tu as compris. Donc, si on bidouille le truc que je viens de dire, on obtient ça. Ok? On obtient ça donc c'est l'équation du fluide de Van der Waals. De toute façon, ça, ils vont donner. C'est pas dans les exercices, ils vont donner, puisque ça dépasse un peu le cerveau. Voilà. Là, c'est la deuxième partie. Cette deuxième partie va faire l'objet d'une deuxième vidéo. Voilà. Donc là, j'espère que tu as compris la première partie. Ou si tu n'as pas compris, tu peux me poser des questions aux professionnels de la thermodynamique. Voilà. J'ai plus de voilà, j'ai mal à la gorge. Voilà, terminé. La thermo. Peut-être qu'il y aura un petit